Dans ce podcast, on va parler de couple, des styles d'attachement évitants et anxieux quand vous êtes en couple, et de 2 blessures de l'âme trop méconnues qui permettent de comprendre votre attachement insécure, évitant ou anxieux, et surtout de comprendre ce qu'il y a à faire pour en sortir définitivement. Pour qu'un adulte puisse être en couple, mais heureux en couple, épanoui en couple, joyeux en couple, insouciant en couple, capable de donner à l'autre dans sa relation amoureuse et tout autant capable de recevoir, en étant à l'aise, confortable, en trouvant ça normal, sain, en accueillant ce truc-là. Pour qu'un adulte puisse jouer le jeu de la relation amoureuse avec tout ce que ça implique de beau et pour qu'il puisse trouver le couple beau, positif, pour qu'il puisse voir ce que ça a d'utile, ce que ça a d'agréable et ouvrir ses bras en grand à l'amour, pour que le couple soit la plus belle expérience de sa vie d'adulte et pour que ça puisse durer, le corps a besoin de se sentir en sécurité dans la relation amoureuse. Si votre système perçoit le couple comme quelque chose de positif, de sécurisé, de bon pour vous, alors votre corps va réagir par du calme et de l'ouverture à l'autre. Parce que votre système va percevoir le couple comme positif et sécurisé, il va déclencher chez vous des comportements facilitants en couple. Vous facilitez donner de l'amour, vous facilitez recevoir de l'amour, vous facilitez faire confiance à l'autre. À l'inverse, si votre système perçoit le couple comme un danger, comme une menace, comme quelque chose dont il faut se méfier, le corps, quand vous êtes en couple, va se crisper, va se fermer à l'autre, et ça va donner tout un tas de comportements qui sabotent toute possibilité d'aimer et d'être aimé facilement et simplement en retour. Vous allez, par exemple, choisir le mauvais partenaire, ne pas être capable de donner de l'amour ou ne pas être capable de recevoir de l'amour. Vous allez vous méfier de votre partenaire plutôt que d'en faire un ou une alliée. Vous risquez de vous retrouver dans des relations courtes où ça ne dure pas, avoir des difficultés par exemple à vous engager dans la relation ou fréquenter des personnes qui vont avoir des difficultés, elles, à s'engager avec vous dans la relation. Si en tant qu'adulte, votre système perçoit le couple comme une menace, ça va donner un bazar monstre. Le couple devient source de stress, d'anxiété, de pénibilité, de souffrance. C'est loin d'être fluide, léger, facile, et c'est à souhaiter à personne. Ce que je suis en train de vous amener ici, c'est que si pour vous le couple c'est compliqué, que c'est toujours empêché, que c'est toujours souffrant, qu'il y a toujours des micmacs quand vous êtes en couple qui rendent le truc impossible, alors il y a de très fortes chances que votre système est enregistré que trop aimer l'autre est égal à danger, ou que votre système est retenu enregistré qu'être trop aimé de quelqu'un était dangereux. On va voir ensemble que ça peut avoir un lien très étroit, très direct avec les 2 blessures de l'âme dont je souhaite vous parler maintenant. Tout ce que vous avez vécu dans l'interaction avec vos figures d'attachement dans l'enfance, généralement le père, la mère, ou toute personne qui vous a élevé dans les premières heures, les premières semaines, les premiers mois, les premières années de votre vie, a très certainement pu influencer votre rapport à l'amour et au couple aujourd'hui. Si quand vous étiez enfant, aimer et être aimé a été une expérience positive, rassurante, structurante, stabilisante, joyeuse, bénéfique, confortable, agréable, alors ce sera beaucoup plus facile en tant qu'adulte de vous sentir à l'aise, confortable et en sécurité dans vos relations amoureuses. Si à l'inverse, quelque chose s'est mal passé dans l'enfance, si cette relation à vos figures d'attachement, aux personnes que vous aimiez le plus et qui étaient censées vous aimer le plus et bien vous aimer, ces personnes qui étaient censées nourrir vos besoins, si ça s'est mal passé, ça va influencer vos relations d'adultes. Dit plus simplement, jusqu'à ce qu'une ou un thérapeute s'en mêle, les blessures d'enfance, les blessures relationnelles d'enfance qui sont encore actives en vous, risquent malheureusement très fortement de polluer, de parasiter votre rapport au couple et à l'amour en tant qu'adulte. Vous avez très certainement déjà entendu parler des 5 blessures de l'âme mentionnées par Lise Bourbeau dans ses ouvrages, qui sont les blessures provoquées par de l'injustice, les blessures provoquées par de l'abandon, par des expériences de trahison, de rejet ou encore d'humiliation. J'aimerais ici ajouter 2 blessures encore beaucoup trop méconnues, que sont les blessures par négligence relationnelle
et les blessures par intrusion relationnelle. Je vous l'ai dit et vous l'avez parfaitement compris, pour qu'un enfant devenu adulte puisse faire une expérience positive du couple, il va avoir besoin de vivre dans l'enfance un certain nombre d'expériences dans la relation d'amour à l'autre positives. Il a besoin que son système puisse se dire « Ah mais en fait, la relation de proximité, la relation d'amour, la relation intime à l'autre, c'est vachement chouette en fait, c'est totalement sécurisé. » Alors, je vais vous faire une liste des expériences positives que l'enfant doit vivre dans sa relation à ses figures d'attachement dans l'enfance, oui. Mais ce que j'ai besoin que vous entendiez dès maintenant pour bien comprendre la suite, c'est que toutes ces choses que je vais vous mentionner doivent être données en juste quantité. Ni trop, ni pas assez. Parce que si en tant qu'enfant, vous en avez reçu beaucoup trop, ça blesse. Et si, pendant l'enfance, vous en avez reçu beaucoup trop peu, ça blesse. Allez, c'est parti, voyons ensemble de quoi a besoin un enfant pour construire un rapport sain à l'amour. L'enfant va déjà avoir besoin que ses figures d'attachement soient présentes pour lui. Présent, ça ne veut pas juste dire être dans la même pièce. Ça veut dire je suis à côté de toi ou en présence de toi, mais avec une qualité de présence. C'est-à-dire une présence avec interaction. Et ce que j'entends par avec interaction, c'est je suis en présence de toi, mon enfant, et je te regarde, je te parle, je te demande ce dont tu as besoin. Quand tu me mentionnes un besoin, je le nourris. Je tiens compte de toi et de ta présence. Un enfant va avoir besoin que son parent s'intéresse à ce qu'il dit. Je t'écoute, je te regarde quand je t'écoute. J'accuse réception de ce que tu me dis. Je rebondis sur ce que tu me dis, je te réponds, j'interagis, je discute. Je maintiens la discussion ouverte avec toi, mon enfant. Je cherche à en savoir plus. Je me montre curieux, curieuse de ce que tu me dis. Et ça va être pareil pour ce que l'enfant fait. Je m'intéresse à ce que tu fais, je cherche à en savoir plus. Peut-être que je vais le faire avec toi. Si tu joues, je vais te proposer de jouer avec toi. Je te montre que ce que tu dis m'intéresse, que ce que tu fais m'intéresse. Je te montre que tu m'intéresses. L'enfant va également avoir besoin, au cours de son histoire, de comprendre que sa figure d'attachement est là pour l'aider à dépasser les difficultés qu'il rencontre, est là pour l'aider à régler les problèmes qui se présentent à lui. Il a besoin de comprendre que dans la relation de proximité à l'autre, l'autre est un allié face à l'adversité. Un enfant qui parle d'un problème à l'école, son parent est censé l'écouter, le croire, tenir compte de ce qu'il dit. Il est censé pouvoir avoir son parent qui lui fait comprendre qu'en effet ce qu'il vit à l'école n'est pas normal, parfois d'entendre que c'est scandaleux, que c'est injuste, que ça ne va pas se passer comme ça, que ça ne va pas en rester là, et il a besoin que son parent puisse intervenir pour lui. Un enfant n'a pas la maturité cérébrale, il n'a pas l'intelligence, il n'a pas la maturité intellectuelle et émotionnelle d'aller se défendre lui-même de quelque chose qu'il vit comme une menace, comme un harcèlement, comme une injustice à l'école de la part d'un camarade ou d'un professeur. Il a besoin que son parent intervienne à sa place ou en complément de ce qu'il a été capable de faire lui-même. Il a besoin de sentir son parent dans son camp. Il a besoin de sentir que son parent est une source de solution qui le complète. Il a besoin de savoir que son parent est fiable et qu'en toutes circonstances, il peut compter sur lui face à la difficulté. La liste pourrait être très très longue encore, mais j'aimerais juste vous mentionner, avant de poursuivre, le besoin d'être consolé. Émotionnellement, l'enfant n'est pas toujours capable de réguler ses émotions lui-même. Un enfant qui est triste, qui a peur, qui est en colère, qui se sent désemparé, qui est terrifié, va avoir besoin que son parent l'aide à réguler son émotion, à le faire passer de activé et en panique à calme, serein, en paix, en sécurité. Ça peut être faire parler l'enfant de ce qui lui arrive, faire parler l'enfant de ce qu'il ressent, le prendre dans ses bras, le cajoler, le consoler, lui dire « ça y est, c'est terminé, tu es maintenant en sécurité », lui dire « ok, là tu te sens en insécurité, mais c'est promis, je vais t'aider », l'aider à penser à autre chose au travers d'une activité une fois que l'émotion est calmée. Et tout ce que je viens de mentionner, un parent présent, de l'attention, de la considération, de l'écoute, de l'aide, de l'entraide, de la consolation, va être essentiel pour que l'enfant se sente une fois encore en sécurité maintenant et en sécurité dans ses relations à venir.
Et j'en reviens aux blessures de l'âme. En effet, je rejoins Lise Bourbeau. Être victime d'injustice, d'abandon, de trahison, ça blesse. De rejet, d'humiliation, ça blesse. Et de la même manière, être victime de négligence relationnelle ou d'intrusion relationnelle est tout aussi blessant et affectant pour la vie de l'adulte que l'enfant va devenir. Je vous propose qu'on aille voir ensemble à quoi ressemble le comportement d'un parent négligent dans la relation à son enfant. Et ensuite, nous verrons à quoi ressemble le comportement d'un parent intrusif dans la relation à son enfant. Un parent négligent avec son enfant, ça peut donner un parent qui va être parfois présent, parfois absent, mais de façon aléatoire. Le parent ne prévient pas qu'il va être absent, s'absente sans dire où il est, sans dire quand il va revenir, ni même sans préciser qu'il va revenir. Ça peut être aussi un parent qui dit qu'il va être présent pour une fête des écoles, pour un anniversaire et qui ne l'est pas. Un parent qui dit qu'il va être là pour venir aider ou pour partager une sortie et qui finalement n'est pas là, ne s'excuse pas, ne se montre pas désolé. Que l'enfant soit là ou pas, je pars quand je veux, je reviens quand je veux, sans jamais considérer ce que ça va faire à l'enfant. Un parent négligent, ça peut être « je suis à table et je te regarde pas, et je te parle pas. Et quand tu me parles, je fais comme si j'entendais pas, j'interagis pas, ou très peu. » Ça va donner un parent qui, quand l'enfant parle, soit ne va rien dire, vraiment, il répond par du silence, soit faire un « ou un « ah ok » ou « très bien », mais sans plus. Il va pas rebondir sur ce que l'enfant dit. Il va pas lui dire « ah ok, ce que tu me racontes, ça me rappelle quelque chose, moi aussi dans mon enfance, ça m'est arrivé avec un partage de témoignages. Je te pose pas de questions, je me montre pas curieux de ce que tu m'as dit, je cherche pas à en savoir plus, je ne te dis pas ce que je pense de ce que tu m'as dit, je vais pas enrichir ce que tu dis pour t'apprendre des choses, non, c'est vraiment, l'enfant parle, et ça fait un effet de pétard mouillé, il ne se passe rien derrière. » La négligence relationnelle, ça peut aussi se manifester avec un parent qui n'assure pas au moment des anniversaires, par exemple, ou de Noël. Un parent qui vous souhaite pas votre anniversaire ou qui vous le souhaite comme si c'était pas quelque chose d'important, qui vous donne pas de cadeau, qui n'a pas de petits mots pour dire à quel point il est honoré de vous avoir dans sa vie, qui vous dit pas de trucs gentils, qui fait pas de cette journée d'anniversaire une fête, quelqu'un qui vous dit joyeux anniversaire quand il y pense et qui passe à autre chose, qui fait de cette journée d'anniversaire une journée standard, banale, avec rien de particulier. Ou ça peut être, je te donne un cadeau, mais un mois après. Ou je te donne un cadeau, mais tellement petit que tu as du mal à voir que c'est vraiment un cadeau d'anniversaire. Ça peut être un parent qui a de l'argent et qui offre à son fils ou à sa fille un porte-clés qu'il a reçu gratuitement au boulot. Un parent négligent dans la relation à son enfant, ça va être un parent sur qui l'enfant ne peut pas compter pour être aidé. Ça va donner un parent qui, lorsque l'enfant mentionne un problème à l'école, ne l'aide pas. Il peut ne pas lui répondre. Tu me mentionnes un problème, je te réponds rien. Je fais comme si j'avais pas entendu, que tu l'aies dit ou pas. Ça ne change rien à mon comportement, à mon attitude. Ça peut donner un parent qui dévalorise les faits en mode « oh, c'est pas grave ». Ben si ton enfant te dit qu'il a un problème, pour lui c'est grave, donc même si ça ne l'est pas dans les faits, il a quand même besoin d'aide. Un parent qui va négliger son enfant dans sa relation à lui va aussi avoir beaucoup de mal à co-réguler les émotions de l'enfant. La co-régulation, c'est quand l'enfant est dans une émotion qu'il ne sait pas gérer lui-même et que le parent va contribuer à calmer l'enfant, à lui permettre de retrouver son calme, sa sérénité et sa sécurité. Quand l'enfant se montre triste, en colère ou apeuré, le parent ne réagit pas, ne dit rien pour aider, ne fait rien pour aider et ne va surtout pas aider l'enfant à se calmer. Il ne va pas demander à l'enfant comment il se sent, il ne va pas demander à l'enfant ce qui s'est passé, il ne va pas demander à l'enfant de quoi il a besoin, il ne va pas prendre l'enfant dans ses bras, il ne va pas l'aider à penser à autre chose une fois que l'émotion est calmée, il ne va pas l'aider à repasser à la joie. Non, il laisse l'enfant se débrouiller tout seul avec ce qu'il ressent. Eh bien, ça n'est pas normal. L'enfant qui grandit avec cette blessure de négligence relationnelle risque très fortement de devenir un adulte qui va lui-même pratiquer la négligence. À l'égard de lui-même, ma façon de m'aimer, ça va être de me négliger. Et à l'égard de l'autre dans la relation, et plus la relation est proche, plus il y a d'amour dans la relation à l'autre, plus il va négliger l'autre.
Tu es la personne que j'aime le plus au monde ou tu fais partie des personnes que j'aime le plus au monde. Et pourtant, je suis là, mais je suis pas vraiment présent avec toi. Je te regarde pas vraiment, je t'écoute pas. Ou alors du bout de l'oreille, je te pose pas de questions sur ce que tu me dis, je cherche pas à en savoir plus. Je fais comme si ça m'intéressait pas, même si c'est pas vrai. Je vais pas te consoler quand tu vas pas bien, je vais pas t'aider quand t'es malade, je vais pas faire partie des solutions quand t'as un problème. Parce que je t'aime, je vais te négliger. Ou plutôt, parce qu'on m'a aimé comme ça, je vais t'aimer avec négligence comme on m'a aimé. À l'extrême inverse de ce que je viens de mentionner, on a le parent intrusif. Le parent intrusif est le parent qui va être présent tout le temps, qui ne laisse jamais l'enfant seul, sauf si vraiment il n'y a pas d'autre choix. C'est le parent qui est là dès la première seconde du réveil au matin jusqu'à la dernière seconde au coucher, qui va être omniprésent, surprésent. Ça donne l'enfant qui est en âge de se laver tout seul, le parent va quand même venir l'aider, va quand même être présent ou va quand même lui parler dans un moment qu'il est censé vivre seul. Ça va être un parent qui ne laisse jamais une seconde de silence autour de l'enfant, qui va lui parler non-stop sans jamais lui laisser un espace libre dans son esprit. C'est un parent qui va tellement s'intéresser au quotidien de l'enfant qu'il va vouloir tout savoir, tout entendre, savoir tout ce qu'il a fait dans la journée. Ça va donner, il faut tout dire à papa, il faut tout dire à maman. Mais une fois encore, à l'excès. Ça peut donner aussi un parent qui va ne jamais laisser l'enfant jouer seul, avoir des temps en solo. Le parent intrusif veut être celui par lequel tout passe. Si tu veux aller jouer dehors, c'est avec moi. Si tu veux jouer à ça, c'est avec moi. Si tu veux dessiner, c'est avec moi. Si tu as envie de faire quelque chose seul, je rentre dans ta chambre et je le fais avec toi. Je t'impose une présence permanente. Un parent intrusif, ça peut être par exemple aussi un parent qui veut tout le temps tout savoir sur ce que se dit l'enfant, sur ce à quoi il pense. Un parent intrusif dans la relation à son enfant est aussi un parent qui va tout le temps proposer son aide comme si l'enfant ne savait pas faire lui-même, qui va être surprotecteur. Enfin, c'est tout ce qu'on a listé avant, c'est là, mais en trop, beaucoup trop, beaucoup trop, au point d'en arriver à étouffer l'enfant. Qu'il se rende compte ou non, j'insiste, que l'enfant s'en rende compte ou non, c'est étouffant. Et ce que je souhaite faire maintenant et qui est essentiel, c'est rattacher ces deux blessures-là au style d'attachement évitant et anxieux. Pour moi, quelqu'un qui a l'attachement évitant, qui se comporte comme un évitant avec son ou sa compagne, et quelqu'un qui se comporte avec négligence avec son compagnon ou sa compagne, parce qu'il a été négligé. À l'inverse, une personne qui va avoir un attachement dit anxieux, qui va se comporter de manière anxieuse avec son amoureux, son amoureuse, qui va se comporter de manière intrusive avec l'autre, est une personne qui est sous le joug d'une blessure par intrusion dans l'enfance. Et là, j'entends souvent bien des erreurs de la part des clients que j'accompagne, mais influencés par ce que leur ont dit les psys. C'est quelqu'un qui a un attachement anxieux, qui va être dans l'interdépendance, qui va avoir, en couple par exemple, besoin que l'autre soit tout le temps là, à côté de lui. En fait, on va lui dire, c'est parce que tu as été abandonné petit, ou parce que tu as mal vécu l'absence de certaines personnes. Peut-être, mais il y a plus de chances qu'une personne à l'attachement anxieux se libère de son attachement anxieux si elle considère la blessure par intrusion émotionnelle. Pareil pour l'attachement évitant. J'entends encore certains psys dire qu'une personne va réagir par l'évitement dans ses relations amoureuses parce qu'elle a été trop collée dans l'enfance. C'est l'inverse. Et je vous entends d'ici réagir. Si vous avez un style d'attachement évitant, vous allez me dire « Bah oui, mais Barbara, moi j'ai eu un parent intrusif. J'ai eu une de mes figures d'attachement, pot de colle, j'ai étouffé, je me sentais envahie, j'avais pas de liberté, ça m'a fait souffrir. » Et de la même manière, si vous avez le style d'attachement anxieux, plutôt tendance à la dépendance affective, je peux vous entendre à distance me dire « Bah oui, mais elle est bien gentille, mais Barbara, moi, j'ai pour de vrai vécu des abandons, des rejets, ça m'a fait tellement souffrir. Ça me paraît une évidence que mon style d'attachement anxieux s'est développé en réaction à ça. » Si vous avez un attachement évitant, il est fort possible que vous ayez en effet un parent très intrusif qui vous a posé problème dans l'enfance, mais il est fort à parier également que vous ayez eu aussi un parent plutôt négligent, dont la négligence est passée inaperçue
comparé au comportement intrusif de l'autre. Un parent tellement intrusif qu'il a fait passer inaperçu le comportement négligent de l'autre parent. De la même manière, si dans votre relation amoureuse, vous avez une tendance à la dépendance affective, à l'anxiété, à ce que j'appelle le podcolisme, vous comportez comme une pot-colle avec l'autre, oui, vous avez dû avoir un parent qui était tellement négligent, tellement absent, tellement rejetant, qui vous a fait vivre un abandon, mais il est fort probable que ce comportement largement évitant, ouvertement évitant, intensément évitant, ait laissé passer inaperçu le comportement intrusif de votre autre parent. Pour être sûr d'être clair, si vous avez un attachement évitant, oui, on vous a collé, mais c'est plutôt le comportement du parent évitant que vous gagnerez à aller regarder et la blessure par négligence que vous avez intérêt à traiter. À l'inverse, si vous avez un style d'attachement anxieux, oui, il y a peut-être eu des abandons et des rejets, mais vous gagnerez à aller plutôt regarder qu'on vous a intrusé quand vous étiez enfant et d'aller traiter cette blessure par intrusion relationnelle. Tout le travail de psychothérapie active va consister à aider votre système à percevoir ce qui est normal dans le couple et à percevoir ce qui est normal comme totalement sécurisé. Je m'explique. Prenons un homme qui va avoir en amour un style d'attachement évitant. Tant qu'il n'aime pas, il peut être présent, collant, donné, et plus il va aimer, plus il va être amoureux, plus il va avoir besoin de mettre de la distance entre l'autre et lui. Autrement dit, il va se négliger lui-même avec cette distance et cet évitement. Si je suis loin, l'autre peut moins me donner d'amour. Et il va négliger l'autre dans la relation. Si je suis loin, je peux moins donner d'amour à l'autre. Cet homme à l'attachement évitant aura été négligé dans l'enfance par quelqu'un qui pourtant l'aimait. Donc petit, on m'aimait, on m'a négligé. Donc pour survivre à ça, je vais m'être raconté que quand on aime, on néglige. Et parce que dans mes critères, c'est ça la normalité, être négligé quand on m'aime et négligé quand on aime, tout ce que l'autre va me donner en plus du peu que j'ai reçu quand j'étais petit va me paraître trop. Si l'autre est présent normalement, ni trop ni pas assez, ça va me paraître trop. Si l'autre me regarde normalement, ça va me paraître trop. Si l'autre m'aide quand je suis en difficulté, ça va me paraître trop. Si l'autre cherche à m'aider à gérer mon émotion quand je suis pas bien, normalement, ça va me paraître trop. À l'opposé, prenons par exemple une femme au style d'attachement anxieux. Tant qu'elle fréquente quelqu'un qu'elle n'aime pas, elle va se comporter normalement. Dès l'instant où des sentiments vont commencer à naître, elle va commencer à avoir de l'anxiété qui s'active et à se comporter comme une dépendante affective et à pot de coller l'autre. Je deviens le pot de colle. Je te regarde trop, je te parle trop, je veux trop être avec toi, je veux trop t'aider, je veux trop te coller. Et elle va s'attendre, puisque c'est sa norme d'amour. Elle, petite, on l'a collée. L'autre l'aimait et l'a collée, l'a intrusée. Elle considère que c'est ça la norme. Donc elle va naturellement s'attendre à ce que son compagnon se comporte de manière intrusive avec elle, en étant tout le temps là, en la regardant tout le temps, en lui parlant tout le temps, en s'inquiétant tout le temps, en l'aidant tout le temps, en la soutenant émotionnellement tout le temps. Et tout ce que l'autre va lui donner normalement, en quantité standard saine, va lui sembler trop peu et inquiétant. Si l'autre est présent mais pas tout le temps, si l'autre la regarde mais pas tout le temps, si l'autre s'intéresse à ce qu'elle dit mais pas tout le temps, si l'autre l'aide mais pas tout le temps, pas systématiquement, ou si l'autre ne la soutient pas tout le temps émotionnellement, elle va s'inquiéter, et ce, même quand l'autre lui donne en quantité totalement normale, même si l'autre a un attachement sécure et se comporte de manière saine avec elle. Et c'est là où je voulais en venir avec ces deux blessures, c'est que dans tous les cas, que votre style d'attachement insécure soit anxieux ou évitant, il y a les deux blessures à traiter, les deux traumatismes. Vous êtes évitant, oui, on vous a intrusé quand vous étiez petit ou quand vous étiez petite, on vous a étouffé, c'était collant, vous manquiez de temps pour vous-même, c'était chiant, ok. Ça, vous l'avez tellement vu que vous l'avez déjà probablement traité en séance. Allez traiter l'autre blessure, la blessure par négligence. Et si à l'inverse, vous avez un trouble anxieux, un style d'attachement anxieux, bien sûr que vous avez déjà regardé en face tous les moments où vous vous êtes senti abandonné. Oui, probablement que vous avez déjà fait moult séances sur le sujet. Allez traiter la blessure d'intrusion.
Dit encore autrement ou peut-être plus simplement, si vous avez un attachement évitant, votre système a besoin de comprendre que vous avez été négligé quand vous étiez petit. Que non, c'est pas de l'amour de pas regarder son enfant, de pas lui parler, de pas lui répondre, de pas le consoler, de pas nourrir ses besoins. C'est pas ça l'amour. Et si vous souffrez de comportements anxieux à l'égard de votre partenaire, votre système a besoin de voir que quand on vous a collé, c'est pas ça l'amour. Donc vous avez chacun besoin de regarder la blessure initiale, de regarder ce qu'on vous a fait, de prendre conscience que c'était pas normal quand on vous a négligé. Peut-être que la personne vous aimait, mais elle vous l'a sous-montré. Et si vous avez été intrusé, probablement que cette personne vous aimait, mais elle vous l'a surmontré. Et dans les deux cas, c'est pas normal. Vous avez besoin de regarder en face que c'est pas normal, vous le prendre dans la tête là de waouh, mais en fait c'était pas normal ce truc-là, mais oh, bien sûr que ça m'a perturbé, bien sûr que c'était inconfortable, bien sûr que j'ai pas aimé vivre ça, bien sûr que j'ai pas aimé être négligée, bien sûr que j'ai pas aimé être collée, être intrusée, bien sûr que c'était pas assez, que c'était trop, que c'était pas normal, bien sûr que j'aurais pas dû vivre ça. Et vous avez besoin de faire apparaître l'émotion qui est liée à cette prise de conscience, qu'elle soit prise en charge et dépassée. Et qu'est-ce qui se passe après ? Vous avez une conscience de ce que c'est l'amour, de comment est-ce que ça doit se manifester dans des proportions justes, et vous êtes capable de le recevoir. Une personne à l'attachement évitant qui est sortie de son évitement peut recevoir de la présence, une qualité de présence, une qualité de regard, de l'écoute, de l'entraide, sans se sentir envahie. Et à l'inverse, une personne qui était anxieuse, qui s'est libérée de son anxiété et donc de son traumatisme par intrusion, est capable d'être autonome, d'avoir des temps seuls, de laisser la liberté à l'autre de vivre ses choses de son côté, tout en se sentant en sécurité et en trouvant ça normal. Pour ma part, je m'appelle Barbara Verhaeghe, j'exerce le fabuleux métier de psychopraticienne. Si vous avez envie d'être accompagné par moi ou besoin d'être accompagné, je vous laisse toutes les informations utiles en description de ce podcast.